tous, bienvenue sur le Facebook Live de la Fondation Digescience, la seule fondation reconnue d'utilité publique et de recherche sur les maladies de l'appareil digestif et la nutrition. Nous avons le plaisir de vous retrouver tous les mois sur une thématique nouvelle. Alors n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter ou de nous découvrir au travers du site de la Fondation www.digescience.com pour vous tenir informé de tous ces événements. Ce soir, avec moi, Dominique Lescu, vous êtes docteur gastro-entérologue au CHU de Lille et vous nous faites le plaisir d'animer ce soir une conférence sur la nutrition et le sport. Tout à fait. Donc, pour introduire le sujet, j'ai prévu quelques données qui vont permettre, je l'espère, de répondre déjà à un certain nombre de questions. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes des mammifères et dans notre fonctionnement musculaire, nous avons besoin de combustible. C'est du carburant, c'est du glycogène, ça peut être des lipides. Et ce combustible donc est brûlé par l'oxygène. D'où l'importance d'ailleurs de l'entraînement, puisque vous savez bien, ceux qui font du sport, que c'est la VO2 max qui permet nos performances, de meilleures performances. Alors, nous avons des stocks en nous, des stocks énergétiques. Au niveau du muscle, ça s'appelle le glycogène. Ce sont des chaînes de sucre, puisque le muscle se contracte grâce au sucre. Mais nos réserves permettent entre 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart de fonctionnement. Et ensuite, on n'en a plus. Et donc, c'est là où on commence à utiliser nos acides gras. Il faut savoir que chacun de nos groupes musculaires est indépendant. La quantité de glycogène est fonction de l'entraînement, de l'alimentation, on va en parler ensuite, mais également de l'entraînement. Mais vous savez bien que si vous êtes entraîné pour faire du vélo, ça ne vous permet pas de faire du rameur. Bref, les pieds, les jambes et les bras sont indépendants. Et si vous voulez être entraîné pour un sport, eh bien, c'est indépendant de l'entraînement d'un autre sport. Il faut parler, en dehors des stocks énergétiques, de l'eau. L'eau, nous sommes des individus remplis d'eau. 60-80% de notre poids corporel, c'est de l'eau. Et déjà en temps normal, on a des besoins entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour en raison de nos pertes. Mais quand on fait un effort, on transpire. C'est indispensable puisque sinon il y aurait une chaleur excessive et on en mourrait. D'ailleurs, il y a des exemples encore quand on fait un effort alors que la chaleur est trop importante. Et ça s'appelle le coup de chaleur, voilà. En tout cas, donc cette sudation peut être majeure. On a démontré que ça pouvait faire plus d'1 litre par heure en moyenne. On pense que dans un match de foot un peu chaud, les joueurs perdent à peu près 4 litres d'eau. Et on sait que quand on a perdu 1% du poids du corps, ce qui fait 700 ml pour un individu de 70 kg, notre rendement musculaire diminue de 10%. Donc vous voyez, ça va très très vite et c'est exponentiel. C'est-à-dire si on a perdu 2-3%, on perd vite 20, 30, 40% de ses moyens. Et donc, il ne faut pas négliger cette affaire-là parce que finalement, les sensations de fatigue qu'on peut avoir au cours du sport, le plus souvent, c'est quand même l'eau qui est en première, en tête de gondole, si j'ose dire. Et dans les maladies inflammatoires, puisqu'on va en parler tout à l'heure, avec le problème de la diarrhée et des pertes d'eau plus importantes, ça reste majeur. Par ailleurs, c'est compensé parce qu'on a soif, mais la soif est retardée, donc il est déjà trop tard. Et en plus, elle est insuffisante. On sait que si on a par exemple perdu 500 ml, notre soif va nous dire de compenser à peu près les 2/3, 350, 400 ml. C'est insuffisant puisqu'on a perdu bien plus que ça. Donc il faut commencer à boire dès le début de l'effort, dans les efforts longs, et il faut boire tout au long sans s'interrompre. Alors, quels sont les buts de l'alimentation? Le but avant l'effort, c'est d'augmenter les stocks de glycogène, puisque c'est ça qui va nous permettre d'être performants. Pour ça, il y a l'entraînement qui est majeur, et on a bien dit, un entraînement différent selon le type d'effort et par groupe musculaire. Et il faut consommer des sucres lents, c'est classique, les pâtes, le riz, et non pas des sucres rapides qui, eux, se transforment tout de suite en graisse. Quelques heures avant l'effort, à partir de 4 heures avant l'effort, là, il faut quasiment arrêter de manger, en tout cas, arrêter de manger des choses abondantes, parce que la digestion
fait qu'on sera moins performant, enfin c'est plus long que 4 heures la plupart du temps. Et puis surtout, si on prend des sucres rapides, ça va entraîner une sécrétion d'insuline. Et l'insuline n'est pas du tout une hormone du sport et de l'effort, c'est une hormone du repos et du stockage. Donc il faut absolument pas prendre de sucre rapide avant d'avoir commencé l'effort. Là, on le verra par la suite, ce sera utile. Pendant l'effort, l'essentiel étant dans un premier temps l'hydratation, il faut donc boire peu mais souvent. Et ensuite, si on dépasse en tout cas 45 minutes, 1 heure, commencer, et là on commencera un peu plus tôt quand l'effort est prolongé, à un apport de sucre régulier. Dans le commerce, on vend des choses tout à fait bien parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sucré. Il faut que la boisson énergisante soit une boisson peu sucrée, environ 30-40 grammes de sucre par litre, donc, mais et très régulière. Après l'effort, il faut récupérer. Alors, l'hydratation doit se faire tout de suite, puisqu'on sera de toute façon en déficit. Et il faut restaurer le stock de glycogène musculaire. Et là, il y a une petite fenêtre de 2 heures, juste après l'effort, où c'est important de récupérer tout de suite, parce qu'après, par les repas, ça mettra facilement 24 à 48 heures pour bien récupérer. Donc là, il y a également dans le commerce des rations de récupération qui sont généralement bien faites et permettent une récupération musculaire, une restauration du stock de glycogène plus rapide, donc c'est dommage de s'en priver. Bien évidemment, on évitera les graisses et les repas copieux. Alors, quelles sont les fautes à éviter? Parce que c'est une autre manière de parler de la nutrition et du sport. Premièrement, bien sûr, et notamment dans les semaines avant, il faut éviter les repas gras. Il faut privilégier les sucres lents et puis les repas équilibrés comprenant des légumes, des fruits, etc. À partir de 4 heures avant l'effort, là, il faut certainement éviter tout repas copieux, tout repas tout court d'ailleurs, et le dernier repas doit être relativement léger. C'est une idée reçue qu'il fallait manger des quantités astronomiques de pâtes, ça ne fonctionne pas. Comme je vous ai dit, éviter les sucres rapides avant l'effort. On pourra commencer éventuellement et en petite quantité au moment de l'échauffement parce que le fait de faire un effort bloque la sécrétion d'insuline, donc on n'aura pas cet effet-là. Il faut éviter la prise d'alcool, bien sûr, les abus de vitamines qui ne servent pas à grand-chose. Alors, pendant l'effort, il y a tout le problème de l'hydratation, hein, et vous savez tous ces moyens qu'on a de s'hydrater, bien sûr, les ravitaillements, mais il y a également les sacs, les gourdes, etc. Parce que l'idéal étant de pouvoir s'hydrater régulièrement, puisque, comme on l'a vu, la sensation de soif est retardée, donc il est préférable de boire au fur et à mesure avant d'avoir soif. Surtout quand il fait très chaud et il faut s'en méfier. Quand on a affaire à un effort très long, en tout cas plus de 45 minutes à 1 heure, il faut certainement commencer dès la première demi-heure en général, c'est au cours de l'hydratation par des boissons qui sont légèrement sucrées. Un petit mot sur le sodium. Hein, les gélules de sel sont à proscrire. Dans la sueur, le sodium est en quantité réduite. Et les gélules de sel ou des quantités, en tout cas de sodium importantes, sont très mal supportées par le tube digestif. Il y a eu dans le temps plusieurs coureurs qui ont dû abandonner tellement ils avaient des crampes. Donc ça, c'est certainement à proscrire. Il y a généralement dans les boissons énergisantes un tout petit peu de sodium, moins d'1 gramme par litre, et c'est suffisant. C'est pas forcément indispensable. Et enfin, se méfier, même dans ces boissons énergisantes, elles sont souvent un peu concentrées. Il est recommandé de les diluer, surtout s'il fait chaud. Encore une fois, le tube digestif supporte beaucoup mieux ce qui est dilué que ce qui est concentré et qui pourrait entraîner des vomissements ou de la diarrhée. Après l'effort, il faut se réhydrater, hein, c'est le point vraiment important. Et puis, débuter dès que possible une restauration, en tout cas par ces rations de récupération certainement, et ensuite par un repas équilibré, léger, toujours suffisamment riche en sucre lent, puisque c'est de cela que nos muscles vivent, et toujours se méfier des repas gras. Voilà les recommandations traditionnelles. Vous voyez, il n'y a pas de remède miracle. Hein. S'il y avait des remèdes miracles pour être un sportif de haut niveau en restant dans son fauteuil, rien qu'en mangeant, ça se saurait. Mais en revanche, quelques recommandations sont rarement tout à fait bien effectuées
Et généralement, de même qu'on ne pense pas suffisamment à l'échauffement ou aux étirements, on ne pense pas suffisamment à son dernier repas, on ne pense pas suffisamment à une hydratation au fur et à mesure, on ne pense pas à sa ration de récupération. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui doit se préparer, et ça permet souvent non pas de faire des performances plus importantes, mais en tout cas de rester en forme, de faire la performance qu'on doit faire en fonction de son entraînement, et de rester, de ne pas se blesser. Voilà. Merci, docteur Lescu. Alors, nous avons reçu pendant toute la préparation de ce Facebook Live des questions des internautes, et notamment, même si vous avez déjà répondu à certaines de ces questions, j'aimerais qu'on puisse revenir dessus de façon à s'assurer que le message soit bien passé. Voilà. Alors, une des premières questions, c'était que manger juste avant de faire du sport? D'abord, est-ce qu'il faut manger juste avant? Alors, tout dépend de l'effort qui est prévu. Si c'est un effort qui est inférieur à une demi-heure, 45 minutes, non, nos réserves nous le permettent, surtout si c'est un effort modéré. Si c'est un effort plus long, il faut effectivement, mais à ce moment-là, 4 heures avant, avoir un repas plus riche en hydrates de carbone, c'est-à-dire en sucre lent. C'est le repas riche en pâtes que font les marathoniens, par exemple, mais qui doit être certainement pas trop abondant. Le vrai repas riche en pâtes étant plutôt la veille au soir, en fait. Hein. Voilà. Mais sinon, être bien hydraté, ça on peut continuer à boire même dans les 4 heures avant le repas, ça c'est important. Et voilà, donc la prise d'une ration ou de boisson énergisante, ça, ce ne sera qu'au cours de l'effort, et seulement si c'est un effort qui dépasse 45 minutes, 1 heure. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a une autre question également, parce qu'on n'a pas que des sportifs qui pratiquent de la compétition et qui s'interrogent sur la manière de s'alimenter. On a aussi les sportifs qui font déjà à peu près 3 heures de sport par jour. C'est une question qui nous est posée. Si je cours déjà 3 heures par semaine, est-ce que j'ai besoin de faire plus d'activité physique? Les recommandations officielles concernant l'activité physique chez tout le monde, en dehors de toute maladie, c'est 45 minutes par jour. Bon, peu de gens qui font ça. Alors, une activité physique, ça veut dire qu'on met le cœur en tachycardie, donc un rythme cardiaque au-dessus de 100 par minute. Donc, c'est pas aller se balader en ville, c'est à partir de la marche sportif, quoi, hein. Et bien sûr, le footing, le vélo, etc. Donc, vous voyez, c'est pour la santé, et on parle de santé, on ne parle pas d'entraînement pour un sport particulier ou pour un objectif de compétition particulière. Alors, c'est remis à jour régulièrement, c'était plutôt 30 minutes il y a une dizaine d'années, et maintenant c'est 45 minutes. Je connais peu de gens qui sont capables de faire ça, et moi je n'y arrive pas. Mais voilà, donc 3 heures par semaine, tout dépend comment c'est fait. Si c'est 3 heures de vélo le dimanche, parce que le vélo c'est forcément un peu plus long, c'est déjà bien évidemment, mais c'est pas forcément dans les recommandations puisqu'il n'y a rien la semaine. Voilà, donc tout dépend comment c'est dispatché et puis quel est l'effort. Alors j'ai une nouvelle question sur l'alimentation. Alors on a vu l'alimentation juste avant l'effort. J'en ai une également sur quel est le repas idéal après un événement sportif, et surtout combien de temps après faut-il le prendre? Est-ce qu'il y a des temps minimaux pour... Bon, quand on sort d'une activité sportive, surtout si elle a été prolongée, on a rarement très faim. Il faut dans un premier temps s'hydrater, et ensuite, dans les 2 heures, il faut restaurer le glycogène musculaire. C'est là où les rations de récupération qui sont dans le commerce sont peut-être les plus adaptées, parce que c'est des petits volumes, ce sont des sucres lents qui ont été étudiés. Sinon, on doit pouvoir s'en sortir avec d'autres types de sucres lents, mais enfin, on a rarement envie de manger des pâtes dans les 2 heures. Dans les 2 heures après un effort. Alors le soir ou à distance du repas, là il faut récupérer également par une alimentation qui là sera plus équilibrée, avec un repas on va dire standard, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être gras, il doit être suffisamment riche en sucre lent également, riz, pâtes, pourquoi pas pommes de terre, voilà, et puis des fruits, des légumes. Donc vous voyez, il n'y a pas de spécificité
importante, c'est simplement ces 2 heures après l'effort qui sont réputées pour pouvoir restaurer. Le muscle est plus avide qu'à distance, hein, avide de glycogène. Alors, nous avons une question directement sur la page Facebook, ici. Hein, je suis donc sportif. Je vous laisse. D'accord, je suis sportif et il est ostomisé dû à un Crohn sévère. Que pensez-vous de l'électrolyte sportif? Bon, c'est sûr que l'iléostomie donne une quantité de sel et donc de perte de liquide plus importante que quand on a un côlon en circuit. C'est tout le principe. On sait que dans notre grêle passe 8-9 litres par jour et que dans les iléostomies, on est vite proche de 750, 1 litre, quelquefois davantage en fonction de ce qu'on mange et ce qu'on boit, alors que les sels après le côlon sont généralement plutôt du côté de 200-300 grammes. Donc c'est vrai que c'est un problème puisqu'on perd pas mal de sodium. Donc raison de plus, j'ai pas de solution parfaite puisque c'est pas optimal pour être un champion olympique, bien évidemment. Raison de plus pour s'hydrater non seulement bien sérieusement avant et surtout s'hydrater le plus régulièrement possible pour pouvoir compenser en permanence les pertes. Bon après, tous les cas de figure sont possibles, puisque je vois une question d'un patient ami que je suis depuis longtemps. Salut Pascal. Donc, tout est possible. Il faut simplement s'hydrater de manière régulière et surtout commencer dès le début de l'effort. Alors, qu'est-ce qu'il dit Pascal? C'est surtout pour les besoins en eau et nutritifs. Oui, voilà, tout à fait, tu as raison. Il faut déjà en iléostomie, on s'est recommandé de prendre des boissons, notamment de l'eau riche en ions, donc en sodium et puis en bicarbonate. Bon, ce sera encore plus vrai au cours de l'effort. Et je pense qu'en tout cas, quand on a une iléostomie, il faut éviter les efforts quand il fait très chaud, parce que là, on se met en danger. Alors, merci pour cette réponse très précise et merci à notre internaute en direct d'avoir soulevé cette question. Alors, on a une question aussi puisqu'on parle de nutrition et de sport en général, pas simplement autour des pathologies de l'appareil digestif. Quels sont les sports à pratiquer après un accident cardiaque? Est-ce qu'il y a une recommandation? Alors, le muscle cardiaque est un muscle. Quand il a été accidenté, il a donc souffert. Et tout dépend de l'importance de cette souffrance. Quelquefois, il a été détruit, et là, avant de reprendre le sport, il y a toute une rééducation, enfin partiellement, puisque sinon, on n'est plus là pour en parler. Mais quand il a été nécrosé, comme on dit, donc un petit peu détruit, il y a donc là toute une rééducation à faire, et ça, c'est les cardiologues qui décident. Le plus souvent, heureusement, dans les accidents cardiaques, il y a eu donc un coup d'alerte, mais on a pu récupérer la vascularisation par les stents, etc., avant que le muscle soit détruit. Et donc, dans ces cas-là, on a finalement récupéré un cœur normal. Sauf que si on a fait un accident cardiaque, c'est généralement qu'on était un petit peu sédentaire ou qu'on avait un régime inadapté le plus souvent. Donc, il faut reprendre une activité sportive. C'est très recommandé, au départ sous la surveillance des cardiologues, et puis ensuite de manière régulière. En fait, il faut éviter les activités sportives qui sont trop violentes, trop par à coup. On ne peut pas faire de sprint, mais on peut faire de l'endurance, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est du bon sens, finalement. Il n'y a pas de... Mais c'est très recommandé, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de bon sport, tous les sports, mais pas d'efforts violents. Voilà. Il faut s'écouter un peu, écouter son organisme. Tout à fait, tout à fait. Il faut privilégier les sports d'endurance, c'est-à-dire ceux qui mettent le cœur avec un battement toujours supérieur à 100, c'est 100, 120, 130, 140 battements par minute. Donc c'est déjà une activité sportive, mais on n'est pas à fond et ça doit durer longtemps. On parle d'endurance le plus souvent, en tout cas ça devient intéressant quand on dépasse 45 minutes. C'est l'intérêt, c'est aussi là où on commence à brûler un peu ses réserves en graisse. Donc pour tenir 45 minutes, ça veut dire qu'on ne part pas à fond et qu'on n'accélère pas tout le temps. On ménage la mécanique. Exactement. Alors, on a un internaute qui nous dit, moi, c'est pas 3 heures par semaine, mais 30 heures de vélo que je pratique. Champion. Est-ce qu'on n'est pas dans la suractivité à ce niveau-là? Tout
tout dépend de la manière dont c'est fait. Pour faire ça, c'est certainement quelqu'un d'entraîné, hein, et qui sait ce qu'il fait. Sinon, il tiendrait pas. Parce que 30 heures, voyons, c'est ça, ça fait 5 heures, ça fait 4-5 heures par jour. Ça fait 5 ou 6 entraînements par semaine. Donc, c'est quelqu'un de très entraîné qui sait ce qu'il fait. Donc, non, pas de souci. Puis généralement, ils se sont dans des clubs, les gens sont très encadrés, et puis le vélo, c'est des gens sérieux, donc non, je ne suis pas inquiet. Mais bien sûr, il ne faut pas que les internautes qui ne font pas de vélo pensent qu'ils peuvent passer du jour au lendemain d'un petit peu de vélo en ville à 30 heures de vélo sur route. Hein. C'est quelque chose. Donc il y a tout cet environnement des associations sportives qui ont leur rôle à jouer. Ah oui, qui connaissent bien. Et qui connaissent Parce bien. qu'on se blesse vite, hein, quand on ne fait pas les choses comme il faut, on se blesse vite. Quand on ne mange pas ou quand on n'a pas une bonne nutrition, on se blesse vite. Et donc finalement, on apprend à ses dépens ce que l'on aurait dû faire. Et puis les plus anciens du club ou l'encadrement vous orientent, hein, bien sûr. Alors, on a quelques questions, effectivement, vous en parliez tout à l'heure dans l'exposé, sur ce qui est mis à la disposition aujourd'hui des sportifs, quel que soit leur niveau, dans les boutiques spécialisées. Donc, on nous pose la question sur les macros et les micronutriments en nutrition sportive. Quel est leur impact, leur intérêt? Et donc, est-ce que vous Alors, la définition des macronutriments, c'est simple, hein, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Voilà. Bon. Les lipides, il y en a très peu dans les rations de sport. Hein. Il y a un petit peu de protéines, notamment dans la ration de récupération et dans les rations pendant l'effort, c'est surtout des sucres qui ont été travaillés pour ne pas être du glucose, pour pas être des sucres trop rapides, mais plutôt des chaînes de sucre un petit peu plus longues, ce qui fait que leur absorption est plus lente. Hein. Souvent, c'est bien fait. Il y a quelques années, c'était quand même trop sucré, trop concentré, ce qu'on appelle hyperosmolaire, et ça faisait volontiers mal au ventre. Hein. Donc il était recommandé de les diluer. Je pense que maintenant ils ont fait des progrès et que la plupart du temps c'est adapté. Il n'empêche, n'hésitez pas plutôt à les diluer, ces rations en tout cas destinées à l'effort, et toujours en prenant des petites quantités souvent. Bon, la ration de récupération, elle est plus riche en protéines pour récupérer. Pour favoriser la récupération musculaire également, en même temps que le stock de glycogène. Et celle-là, elle est à réserver après l'effort. Donc les macronutriments, c'est ça. Les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, mais également les ions, les électrolytes, c'est-à-dire le sodium, le potassium, le magnésium, etc. Alors ça, c'est ce qui fait, c'est les petites mains, hein, c'est ce qui fait tourner un peu le métabolisme. Bon, chez quelqu'un qui est en bonne santé, pour faire du sport, c'est préférable, même si on a une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on a un métabolisme et un état nutritionnel satisfaisant, on n'a pas besoin de surexprimer, d'augmenter ces apports. On a juste besoin d'être équilibré, et puis c'est prévu dans ces rations qu'il y ait juste ce qu'il faut de sodium, pourquoi pas un petit peu de fer, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, mais en quantité réduite, parce que c'est pas au moment de l'effort que c'est utile, c'est plutôt avant, hein, pour être en bonne santé. Et si on a une bonne hygiène alimentaire, avant, pendant l'exercice physique et après, les barres énergétiques, on a une question sur ces fameuses barres énergétiques que l'on retrouve. Alors, si c'est des barres énergétiques de magasins orientés vers le sport, il faut regarder aussi picoter la quantité de sucre, hein, parce que comme je vous ai dit, les sucres rapides sont à proscrire avant l'effort, ça c'est sûr, et pendant l'effort, ça ne doit pas être trop concentré, donc pas trop sucré. Donc en général, dans les magasins spécialisés, c'est pas mal. Alors après, si vous allez dans les grandes surfaces et que vous prenez un Mars ou un Twix, je ne sais trop quoi, là, c'est pas des barres énergétiques, ça, c'est des barres de gourmands, ça n'a rien à voir. Donc c'est ça qu'il faut, c'est tout le problème est là. Voilà, c'est de bien sélectionner son produit, de retenir que le sucre rapide n'est pas une bonne chose pour nous. On peut l'utiliser à petite dose et pas trop concentré. Hein. Vous voyez, dans les boissons, c'est 30 grammes par litre. C'est à peine sucré. C'est moins sucré que si on met un peu de grenadine dans un verre. Hein. C'est plutôt l'équivalent de la grenadine qu'on mettrait dans un verre, dans un litre. Hein. Donc, vous voyez, c'est très peu concentré.
Quand c'est trop concentré, on le supporte mal, ça fait mal au ventre en cours d'effort et ça n'a pas d'intérêt surtout. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc méfiance quand même sur les barres dites énergétiques, en tout cas quand on n'a pas pu les goûter avant. Hein. Le pire étant de partir pour faire un semi-marathon par exemple, avec des barres qu'on ne connaît pas, commencer à manger ça au moment où alors qu'on n'est peut-être pas encore dans le dur, on va dire, et puis finalement devoir arrêter parce qu'on a mal au ventre. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait souvent il y a quelques années, peut-être moins maintenant. Merci beaucoup. On a aussi une question qui nous vient sur le bienfait des noix. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit des courses, des randonnées, etc., il y a beaucoup de fruits secs sur les tables, et notamment les noix. Est-ce qu'elles sont bonnes pour la santé du sportif ou c'est un mythe qui s'entretient? Alors ça c'est donc les fruits secs, les oléagineux, les noix, les amandes, tout ça, ont des vertus nutritionnelles intéressantes parce qu'elles apportent justement ces micronutriments qu'on n'a pas partout. Elles ont un défaut, en tout cas pour les noix, c'est que c'est très gras. Alors il faut différencier, c'est pas du tout approprié pour le marathonien ou le champion de vélo pendant ça pas du tout, puisque ça apportera pas de sucre, et il nous en faut, et ça apportera de la graisse, et il nous en faut pas. Donc, pas du tout. En revanche, c'est vrai, pour la balade prolongée du dimanche, pour l'alpiniste qui a marché 6-8 heures, mais à son rythme et qui arrive en haut, pour une récupération qui n'est pas seulement une récupération musculaire, mais une récupération pour un effort fort prolongé, 6, 8, 10 heures, et forcément plus réduit, là c'est intéressant. En quantité raisonnable, hein, il n'est pas question de se taper, et je ne parle pas des cacahuètes salées qui sont trop salées, etc. Hein, je parle de... Non, on parlait que des noix, là. Voilà. On a un internaute, là, en direct, qui nous pose la question sur le pain d'épices que l'on retrouve dans de nombreux ravitaillements, et notamment, d'ailleurs, quand on fait le testathlon au mois d'octobre, sur les parcours, nous mettons à la disposition des sportifs du pain d'épices. Est-ce qu'on fait bien, au final ? Il y a les problèmes, il y a le problème économique aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a certainement moyen de faire mieux, mais ce serait plus cher d'abord et peut-être moins adapté parce que tout le monde n'aimerait pas. L'intérêt, c'est que le pain d'épices n'est pas trop sucré, parce qu'il faut éviter ce qui est trop sucré, et ça l'est quand même un peu. Donc finalement, c'est un bon rapport entre des sucres pas trop rapide, hein, et quelque chose que tout le monde aime. Bon, c'est pas une raison pour en prendre des quantités importantes. Je pense que quelquefois même une demi-tranche, c'est largement suffisant. Ça n'a d'intérêt que si l'effort est prolongé, encore une fois. Et donc c'est pour ça que c'est utilisé, parce que c'est pratique, presque tout le monde aime bien, on n'a pas besoin d'en manger beaucoup, et puis c'est pas si mal adapté. On peut faire mieux, hein, on peut faire mieux bien sûr, mais il faut à ce moment-là venir avec son propre matériel, avec ses propres boissons qu'on a testées, préparées. Voilà. Alors, nous avons reçu également un certain nombre de questions liées aux pathologies digestives et le sport, bien sûr en rapport avec la nutrition. D'ailleurs, on en a une directement sur le site actuellement. Bonjour, y a-t-il des études sur la pratique du sport et la rémission de la maladie? Donc là, on ne sait pas si c'est un malade de Crohn ou un malade RCH ou si c'est un malade cœliaque, on ne sait pas. Mais quelle que soit la situation. Alors, je ne crois pas. Il faut dire que c'est pas facile, ce ne serait pas facile à faire parce qu'il faudrait savoir, faudrait une activité physique qui soit la même pour tout le monde, bien supportée. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que on parle pas bien sûr de mettre en rémission des gens qui sont en poussée. Hein, là, le problème ne se pose pas. C'est donc maintenir une rémission chez des gens qui sont déjà en rémission. On peut penser que ça a une influence, c'est-à-dire que tout ce qui va favoriser une bonne santé, tout ce qui va favoriser un bon état général et aussi un bon état nutritionnel, et le sport en fait partie, a toutes les chances de limiter le risque d'une nouvelle poussée. Donc dans ce cadre-là, c'est certainement intéressant. Et vous savez, dans cette maladie qui est multifactorielle, pour laquelle il y a tellement de
de pistes qu'on est noyé. Vous n'attendez pas de moi, j'imagine, que je vous dise faites du sport et vous n'aurez plus poussé. Non. Et ça n'a pas pu être étudié dans des conditions sérieuses, en tout cas pour ce que j'en sais. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous avons une question d'internaute qui nous est arrivée sur nos boîtes mail. Comment bien s'alimenter lorsqu'on est sportif d'endurance mais malade cœliaque? Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut mettre en place? Normalement, ça ne devrait pas poser de vrais problèmes. La maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten. Le gluten, c'est une fraction protéique. Et comme je vous ai dit, le problème du sport, en tout cas du sport d'endurance, c'est un problème de sucre, puisque nos muscles fonctionnent au sucre lent, qui n'est absolument pas contre-indiqué dans la maladie cœliaque et n'entraîne pas de réaction particulière. Donc, ce qu'il faut, c'est respecter le régime sans gluten. Donc, on sait maintenant qu'il faut le faire à vie. Si le régime sans gluten est bien fait, l'intestin sera normal, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'atrophie villositaire et donc l'absorption se fera normalement. Et donc, à partir de là, on rentre dans les recommandations générales. Donc, ça ne pose pas de problème. Ça, on peut considérer que ce sera le malade cœliaque qui suit bien son régime sans gluten n'est pas malade. C'est plutôt une très très bonne nouvelle pour le sportif. Alors, une autre question. Je fais du triathlon. J'ai des problèmes digestifs, surtout à la fin du parcours vélo ou lors de la course à pied. Je pense que mon alimentation avant ou lors de l'épreuve n'est peut-être pas adaptée. Quels conseils pourriez-vous me donner pour remédier à ces problèmes digestifs? C'est pas facile. Dans les sports d'endurance, et le triathlon, bien sûr, c'est particulièrement difficile. Dans les sports d'endurance, beaucoup de gens ont des problèmes digestifs, soit de la diarrhée, soit des vomissements. Donc, ça dépend. Chaque cas est un petit peu particulier, donc j'ai pas de solution parfaite. Ce qui est sûr, c'est que le plus souvent, les problèmes digestifs viennent de l'utilisation d'apports de compléments qui ne sont pas adaptés. Si c'est trop sucré, si on veut trop en faire, ou si on n'est pas hydraté suffisamment. Donc le vrai travail, c'est de réfléchir à son hydratation pour qu'elle soit extrêmement rigoureuse et régulière. Je vous rappelle qu'il faut boire avant d'avoir soif, et puis étudier justement ce que l'on boit, donc de l'eau bien sûr, et qui peuvent être des boissons du commerce, mais certainement diluées, puisqu'on va en boire beaucoup, pour qu'elles soient à peine sucrées, parce que sinon on le supporte mal. Et puis après, se méfier, et il faut faire des tests des barres énergétiques dont on parlait, ou des petits compléments intermédiaires qui sont censés nous apporter un petit coup de fouet en rajoutant un peu de sucre, parce que c'est des efforts très 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 longs. Même chose, quand c'est trop concentré, souvent, soit l'estomac, et à ce moment-là ça donne des nausées et des douleurs et parfois des vomissements, soit plus tard dans l'intestin sous forme de douleurs et de diarrhée, va nous punir parce que en plein effort, eh bien l'aliment qu'on lui apporte est un aliment trop concentré. Donc il faut vraiment travailler sur la concentration des choses. Alors on se doute que les internautes qui nous écrivent le font au travers des pathologies pour lesquelles la Fondation mène des actions. Et là, j'ai eu une question directe. Est-ce que l'activité physique a un effet sur la flore intestinale? Pas que je sache. Je savais que la flore intestinale est le sujet de cette dernière année, on peut le dire, puisqu'on a découvert finalement que c'était sans doute presque un organe à part entière, quelque chose qui vivait sa propre vie, quelque chose qui peut nous aider à être en bonne santé, dans certains cas nous guérir de certaines maladies, et dans d'autres nous rendre malades. Donc il y a beaucoup de recherches, c'est vraiment compliqué. Nous avons 10 puissance 14, ça veut dire 1 et 14 zéros, bactéries, 10 puissance 14 bactéries par millimètre cube de sel au niveau du sécom du côlon droit. Donc vous voyez, nous avons plus de bactéries en nous que de cellules dans l'organisme. C'est un univers entier pour lequel il y a beaucoup de recherches, mais on n'a pas ces réponses-là.
Intuitivement, je dirais que je vois pas trop pourquoi l'effort physique jouerait sur notre flore, hein, en tout cas certainement moins que ce que l'on mange ou que certaines pathologies ou que les antibiotiques ou etc. Maintenant, peut-être que dans l'avenir, on s'apercevra que comme le sport participe à une bonne santé, que quand on est en bonne santé, l'équilibre de notre flore est meilleur. C'est pas impossible. En tout cas, pas de manière directe, ça c'est sûr. Et là, nous avons en direct un Jérôme qui est en ligne et qui nous pose la question, avec une maladie de Crohn et un traitement anti-TNF, est-ce que ce traitement est-il considéré comme un produit dopant? Donc je suppose que notre internaute pratique le sport et qu'il s'interroge en cas de contrôle, parce que c'est la double peine un peu. Oui, bien sûr, je suis malade, je veux faire du sport, je peux le faire, mais est-ce qu'on va me le reprocher? Non, je n'en sais rien parce que je ne fais pas partie de cet univers de compétition. Donc, il faut se méfier puisque, ouais, par exemple, la codéine, ça en fait partie. La vitamine C, la caféine, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent inventer. Moi, je dirais qu'intuitivement, il n'y a pas de raison, puisque c'est un immunosuppresseur qui ne peut pas avoir d'effet dopant au sens mécanique ou au sens amélioration des performances. Maintenant, je pense que si on ne veut pas avoir de mauvaise surprise, ça peut valoir le coup de demander aux fédérations concernées si vous voulez participer à une compétition. Je pense que ça vaut le coup de le faire, mais je ne pense pas. Intuitivement, il n'y a pas de raison. Voilà, donc vous y aviez répondu tout à l'heure, mais comme elle était posée par un internaute, je ne voudrais pas qu'il imagine qu'on n'ait pas voulu poser sa question. Donc, je suis malade de Crohn, je connais une personne qui est atteinte de RCH. Est-ce qu'un changement radical d'alimentation, couplé à une pratique sportive régulière, peuvent permettre une rémission? Alors, vous savez que jusqu'ici, en tout cas, on n'a jamais mis en évidence que telle ou telle alimentation permettait de ne pas être malade ou d'éviter les poussées. Donc, il est recommandé d'avoir, en dehors des poussées, une alimentation normale et équilibrée. Pendant les poussées, pour des raisons de tolérance, mais pas des raisons de soins, en tout cas pour le moment, pour des raisons de tolérance, on évitera ce qui va faire mal au ventre, essentiellement tout ce qui est fibreux, on va dire pour simplifier. Alors, que je revois la question, c'était... Alors, Crohn RCH, est-ce qu'un changement radical d'alimentation couplé à la pratique sportive régulière peuvent permettre une rémission? Ce qui doit être vrai, c'est que travailler sur son bien-être et sur sa santé doit pouvoir influer, je le mets un peu au conditionnel parce que tout ça n'est pas complètement prouvé, mais on sait que souvent les événements de vie, les moments difficiles de la vie déclenchent des poussées. Donc inversement, quand on est bien, les maladies sont souvent plus calmes. Donc si on considère qu'une activité sportive va vous rendre en meilleure santé et qu'une activité physique régulière est couplée à une alimentation plus saine, oui, ça peut avoir une influence sur votre maladie inflammatoire, comme elle pourrait avoir une influence sur d'autres maladies inflammatoires d'ailleurs. Hein. Mais vous voyez, c'est pas de manière directe, c'est plus de manière indirecte. Mais c'est fortement à conseiller, hein, ça c'est sûr. Alors, on parle beaucoup de probiotiques. On a une question qui nous est arrivée également par mail. Que dois-je manger si j'ai une maladie digestive et que j'aime pratiquer la course à pied? Faut-il introduire la prise de probiotiques? On peut peut-être élargir et parler un peu de c'est quoi les probiotiques, qu'est-ce que ça peut apporter, quelles en sont les limites? D'accord. Les probiotiques, ce sont donc des bonnes bactéries. C'est comme ça qu'on peut les définir. C'est-à-dire, ce sont des bactéries qui ont ou auraient, puisque c'est difficile de le démontrer facilement en tout cas, qui auraient la particularité de modifier cette fameuse flore intestinale, notre microbiote, pour pouvoir le rendre plus efficace, plus adapté, bref, qu'il nous maintienne en bonne santé. Le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est au tout début des recherches, hein. Tellement il y a de bactéries et de bactéries différentes, ça ne fait que peu de temps qu'on a pu les définir par gros groupes grâce à des séquençages ADN, etc. Bref, pour le moment, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, hein. Vous avez vu dans la presse
régionales, nationales, qu'il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir sur les bienfaits de tel ou tel probiotique. On manque quand même beaucoup de données. Donc pour le moment, il n'y a pas de recommandation officielle, en tout cas pas de recommandation médicale officielle sur le fait d'utiliser tel ou tel probiotique. Il faut se méfier parce que il y a quand même derrière beaucoup d'enjeux financiers. Hein, les probiotiques sont vendus par des gens qui font du commerce, hein, et donc on ne peut pas les conseiller comme ça tous de la même manière. Donc, pour ce qui est des probiotiques, la question c'était faut-il introduire la prise de probiotiques dans une maladie digestive? Pour le moment, la question est en suspens. Donc, en général, les probiotiques, c'est certainement une piste intéressante. On ne sait pas encore très bien comment les utiliser et lesquelles. C'est vrai pour toutes les pathologies. Pour ce qui est des maladies inflammatoires, c'est encore plus vrai. Donc, je pense qu'il faut attendre, même si ce n'est pas dangereux de faire des essais et de voir si ça vous réussit, mais ça ne peut pas être considéré comme une vraie recommandation. Alors, l'autre partie de la question, c'était que dois-je manger si j'ai une maladie digestive et que j'aime pratiquer la course à pied? Eh bien, on rentre dans ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que vous avez compris que nos muscles fonctionnent tous de la même manière, maladie digestive ou pas, et donc les recommandations sont exactement celles que j'ai décrites, avec une ration suffisamment riche en sucre lent à distance de l'activité, et puis ensuite selon au moins 4 heures avant l'effort. Ensuite, au moment de l'effort, tout dépend de la durée de l'effort. Si l'effort est court, à part s'hydrater, il n'y a pas des choses énormes à faire. Et si l'effort est long, eh bien à ce moment-là, il faut consommer ces rations légèrement sucrées qu'il faut prendre de manière régulière tout au long de l'effort et surtout, encore une fois, bien s'hydrater. Alors j'ai une question également sur est-ce qu'il faut privilégier ou éviter les fibres lorsque on est sur une activité physique de façon à avoir le moins d'inconvénients possible. Alors, est-ce qu'il y a une réponse? Les fibres alimentaires sont des aliments que nous ne savons pas utiliser. Hein. Nous ne sommes pas des herbivores et donc quand on mange des légumes, des fruits, eh bien, en tout cas la partie cellulose, c'est-à-dire tout ce qui est fil et peau, va se retrouver dans notre côlon, fermenter grâce à notre microbiote, et puis on va récupérer une partie de l'énergie par là. Mais il n'empêche que ça va rendre la digestion moins agréable, qu'on va avoir du ballonnement, des gaz, hein, c'est bien connu, hein, pour les flageolets, pour le chou, etc. Et c'est à proscrire absolument dans l'effort physique, puisque dans l'effort physique, le but, c'est qu'on ait le moins possible de sang orienté vers autre chose que les muscles. D'ailleurs, ça viendra l'idée de personne de commencer à chercher à courir après le repas du dimanche, par exemple, hein, qui soit un petit peu gastronomique. On en est incapable. Et je dis souvent à mes patients, le lion dans la savane, quand il a chassé et mangé une antilope, il se couche pendant 24 heures, parce qu'en fait, il est incapable de faire autre chose. Donc, c'est sûr que quand vous avez un objectif sportif, dans les 3 ou 4 jours qui précèdent, il faut manger, il faut limiter considérablement les fibres. Hein. Parce que, en tout cas, dans un objectif sportif, bien sûr, c'est pas la même chose si c'est une activité courte, c'est plus facile puisqu'on s'interrompt entre deux. Alors nous allons avoir une dernière question qui concerne un peu les différents internautes qui nous rejoignent sur d'autres ateliers autour des maladies digestives. Quand j'ai une maladie de Crohn ou une RCH, est-ce qu'il y a des activités sportives ou est-ce que je peux participer avec modération peut-être, je ne sais pas, à toutes les activités ou au contraire il n'y a aucun frein? Vous savez, on pense que dans ces maladies inflammatoires, chacun a sa propre maladie. Donc on ne peut pas mettre d'abord les Crohn et les RCH ensemble, ensuite tous les Crohn et tous les RCH ensemble, entre celui qui a une maladie peu évolutive et le patient multi-opéré avec une ostomie, ceux qui ont des problèmes périnéaux et ceux qui n'en ont pas, ça n'a strictement rien à voir. Moi, je pense que
enfin, toute activité physique est bonne pour la santé et toute activité physique doit être privilégiée pour chacun d'entre nous certainement et pour les gens atteints de pathologies digestives certainement. Maintenant, il faut qu'elle soit adaptée. C'est sûr que quelqu'un qui aura été opéré plusieurs fois du ventre avec des risques d'éventration ou même simplement des douleurs aura une activité réduite physique moins importante et moins brutale et moins violente et moins longue que celui qui a une forme moins sévère. Hein. Voilà. Mais il faut certainement, en tout cas, dans tous les cas, privilégier les activités physiques d'endurance, hein, c'est-à-dire éviter les choses très violentes, parce que ces activités physiques violentes sont plus génératrices de blessures, et c'est pas le but. Hein. Voilà. Mais à partir de là, la course à pied, la marche nordique, le vélo, le longe-côte, qu'est-ce que je peux dire encore, le kayak, l'aviron, enfin, tout est envisageable à partir du moment où c'est un effort bien régulier et qui dure suffisamment longtemps. Donc beaucoup de possibilités. Voilà. Docteur Lescu, on vous remercie pour votre intervention de ce soir, pour avoir informé, rassuré aussi sûrement beaucoup de malades sur ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent se nourrir, comment ils doivent gérer leur effort, les préjugés sur certains produits ou compléments alimentaires. Voilà, je pense que maintenant, armés de toutes ces réponses, on est tous en situation d'aller faire une activité sportive. Voilà, plus d'excuses. Plus d'excuses. Donc, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un prochain Facebook Live pour trouver tout